Ce soir, Ottawa suspend la vaccination obligatoire des voyageurs et des fonctionnaires. On fait le point avec la spécialiste en médecine moléculaire, la docteure Nathalie Granvaux. Québec propose à Ottawa des amendements au projet de modernisation de la loi sur les langues officielles. La ministre québécoise de la francophonie canadienne, Sonia Lebel, répond à nos questions. Et que penser de cette démarche inédite du gouvernement de François Legault? L'analyse de notre panel d'Est en Ouest. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Après des mois de pression de l'industrie touristique et de l'opposition conservatrice à Ottawa, le gouvernement Trudeau suspend l'obligation d'être vacciné contre la COVID-19 pour monter à bord d'un avion ou d'un autobus. La mesure entrera en vigueur à compter du 20 juin. Les fonctionnaires fédéraux, y compris les policiers de la GRC, ne seront plus soumis à cette obligation à compter de cette même date. Les voyageurs canadiens devront cependant continuer à porter un masque durant leur déplacement. Ottawa avait décrété cette obligation vaccinale pour lutter contre la pandémie à la fin du mois d'octobre. Aujourd'hui, nous pouvons annoncer des ajustements à nos mesures sanitaires parce que les Canadiens se sont mobilisés pour se protéger mutuellement et ont suivi les conseils de la santé publique. Mais nous devons nous assurer d'être prêts pour un retour potentiel du virus à l'automne et notre meilleure protection contre la COVID-19 demeure la vaccination. Nous ne regrettons pas du tout d'avoir agi prudemment devant un virus qui a tragiquement coûté la vie à des milliers de Canadiens. Et c'est là-dessus que je retrouve Nathalie Granvaux, qui est professeure titulaire au département de biochimie et médecine moléculaire à l'Université de Montréal. Bonsoir Nathalie, c'est un plaisir de vous retrouver. Ça faisait quand même un bout de temps. Merci d'être avec nous. Bonsoir Esther. Évidemment, la levée de l'obligation vaccinale, c'est un soulagement pour bien des voyageurs à la veille des vacances, probablement aussi pour plusieurs fonctionnaires. Mais du point de vue de la santé publique, est-ce que c'est une bonne décision? C'est une bonne décision dans le sens où on avait un passeport vaccinal qui était resté à 2 doses. Alors, si on avait voulu aller plus loin et continuer de l'utiliser, il aurait fallu le mettre à jour et avoir un passeport qui soit au moins à 3 doses pour qu'on ait une certaine validité dans la protection contre l'infection et la transmission. Alors, on sait qu'avec 3 doses, ça diminue significativement la capacité à être infecté et à transmettre, ce qui n'est pas complet par contre, mais avec 2 doses, pour la majorité des gens qui ont encore 2 doses, ça date déjà d'il y a longtemps. Et là, on n'a plus vraiment de données qui supportent le niveau de protection contre l'infection et la transmission. Donc, c'est sûr qu'avec un passeport à 2 doses, ça devient plus difficile de le justifier. Mais quand le ministre des Transports nous dit en conférence de presse, comme ça a été le cas cet après-midi, que la décision de lever l'obligation vaccinale, c'est pas basé sur les délais dans les aéroports, parce qu'on le voit là, depuis des semaines aux nouvelles, mais c'est plutôt basé sur la science. Est-ce qu'on peut croire ça? Je pense que oui, dans le sens où je pense que le choix pour le gouvernement et la santé publique était de savoir est-ce qu'on garde le passeport et à ce moment-là, il faut le mettre à jour, il faut aller à plus de doses que 2 doses, ou alors avec 2 doses, on n'a plus la certitude de, au moins avec les variants qu'on connaît ici au Canada, qu'on a une protection qui a vraiment une utilité. Et le passeport a été beaucoup utilisé pour encourager les gens à aller se faire vacciner. Alors les gens qui sont encore à 2 doses, de toute manière, je pense que c'est beaucoup des gens qui, de toute manière, déjà l'ont fait leurs 2 doses, donc s'ils veulent aller chercher leur 3e dose, c'est pas le passeport qui va les inciter ou pas, c'est une capacité de protection. Donc l'utilité du passeport, effectivement, à 2 doses, elle est scientifiquement, on peut la discuter beaucoup plus. Oui, parce que le gouvernement a rappelé l'importance de la vaccination pour les autorités fédérales. C'est encore important d'encourager la population canadienne à se faire vacciner. La ministre Mona Fortier a aussi dit en point de presse cet après-midi, soyons clairs, la pandémie est loin d'être terminée. D'ailleurs, le gouvernement prévient qu'il pourrait réintroduire les mesures si un nouveau variant de la COVID-19 se pointe à l'horizon. Jusqu'à quel point ça vous semble une possibilité? Oui, c'est certain qu'il faut garder ça à l'esprit. Là, on est dans une situation qui est meilleure, qui est quand même encore fragile. On voit ailleurs dans le monde, c'est loin d'être fini. On voit ce qui se passe en Chine. On voit qu'ils sont encore en train de gérer cette pandémie à haut niveau avec des confinements importants. Ici, on voit en Europe aussi que les cas remontent. On voit que ça bouge un petit peu par ici aussi au niveau des eaux usées. On revoit les signaux, etc., qui réaugmentent. Donc, on est dans un état de fragilité tout le temps. Puis, on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait. On l'a vu. Au
au mois de décembre l'année dernière, avec Delta, on aurait dit on a maîtrisé la chose, on va pouvoir avancer, puis soudainement Omicron est arrivé, puis il a fallu complètement rechanger notre dynamique. Alors je pense que le gouvernement et la santé publique font bien de se garder des portes ouvertes. Pour l'instant, on est dans une meilleure situation, mais il faut garder toutes les possibilités ouvertes pour la suite. Donc, il faut quand même prévoir que ça peut arriver. Un mot sur le masque, Nathalie, parce que même si Ottawa suspend l'obligation vaccinale dans les avions et les autobus, les voyageurs devront continuer, eux, à porter un masque pendant leur déplacement. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Je suis absolument d'accord avec ça. Je pense autant pour le passeport vaccinal, c'était en question. Par contre, pour le masque, c'est vraiment important. Il faut absolument garder le masque dans ces endroits où les gens sont à proximité. Donc, il faut, ça, c'est une bonne mesure de garder le masque dans ces endroits, je pense. Oui. Il y a aussi les voyageurs étrangers qui entrent au Canada qui devront continuer de suivre toutes les exigences, y compris la vaccination obligatoire et l'utilisation de l'application Arrive-Can. Est-ce que ça vous semble logique? Oui, le contexte du passeport à 2 doses dans les variants qu'on connaît au Canada où on sait de quoi la population, qu'est-ce qui circule, ça s'explique. Par contre, on peut pas exclure complètement que une vaccination à 2 doses puisse protéger contre certains autres variants qui circuleraient ailleurs et qui prendraient pas le dessus grâce à cette vaccination à 2 doses. Donc, comme les gens viennent de l'extérieur et peuvent ramener des variants d'un peu partout, c'est que ça reste quand même une mesure qui est très utile de savoir que les gens qui vont arriver au Canada de l'extérieur vont avoir une vaccination avec une certaine protection. Oui. Sur l'obligation vaccinale de façon générale, on a un petit peu de recul quand même sur la pandémie, même si, comme vous le dites, on n'est quand même pas sorti du bois. On peut se poser la question, à quel point les mandats de vaccination, et en particulier pour les voyageurs, ont été efficaces selon vous? Pour les voyageurs, je saurais pas dire, j'ai pas les chiffres, mais je pense que ce qui a été très utile ici, on l'a vu au Canada, et peut-être, vous savez, on n'a pas de contrôle. Si on n'avait pas mis le passeport vaccinal, est-ce qu'on aurait eu les mêmes chiffres de vaccination? On a eu une très très bonne réponse de la population canadienne pour aller se faire vacciner. Quelle est la contribution du passeport vaccinal? Je pense que les gens qui travaillent dans ce domaine-là pourront faire une analyse et nous confirmer à quel point cette mesure-là a été efficace. Mais je pense que si on l'apprend telle qu'elle est, les gens l'ont utilisée, on l'a utilisée brièvement pour les accès à certains endroits, restaurants, etc. Je pense que dans l'ensemble des mesures qu'on a prises, ça a incité quand même les gens à aller se faire vacciner. Et donc, c'est ça qui nous a beaucoup aidé quand même au Canada à passer au-dessus des périodes les plus difficiles. Oui, donc, en bout de ligne, vous diriez que ça a été positif, bien évidemment. Nathalie Granvaux, je rappelle que vous êtes experte en médecine moléculaire. Merci beaucoup de vos lumières. Ça a été un plaisir de vous revoir. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Le Bloc québécois est revenu à la charge aujourd'hui aux communes pour assujettir les entreprises de juridiction fédérale à la Charte de la langue française du Québec. Le Bloc demande que la loi québécoise ait préséance sur la loi fédérale sur les langues officielles pour les entreprises situées sur le territoire du Québec. Voici un extrait des échanges. Madame la ministre aimerait ça nous en passer une petite vite. Pourtant, elle avait raison hier lorsqu'elle a déclaré, et je cite, « Soyons très clairs, la seule langue minoritaire au Canada, c'est le français. » Ce sont ses mots, Monsieur le Président. Elle a dit, c'est le français, point final. Mais pourquoi alors est-ce que son projet de loi C-13 protège la langue majoritaire, l'anglais? Pourquoi est-ce qu'elle donne le choix au Air Canada de ce monde de fonctionner en anglais au Québec? Pourquoi elle donne le choix à ces entreprises-là de se défiler de la Charte de la langue française? Voilà. Table ministre. Monsieur le Président, comme que je l'ai dit hier, le français est en déclin en Amérique du Nord, y compris le Canada. Et puis oui, Monsieur le Président, le français est la seule langue minoritaire au Canada. Puis c'est pour cette raison que nous allons de l'avant avec un projet de loi qui est ambitieux, puisque comme le gouvernement du Québec, nous voulons tout faire pour protéger et promouvoir notre belle langue. Puis encore une fois, j'espère que le Bloc québécois et tous les membres de l'opposition vont travailler avec nous et arrêter de jouer des jeux politiques, puisque ce projet de loi va faire une réelle différence. Puis c'est une nouvelle mouture du projet de loi qui a plus de montant. J'espère que vous allez travailler avec nous pour le faire passer dans les plus brefs délais. Et parallèlement à ça, le Québec y va d'une démarche rarement vue à Ottawa de la part d'un gouvernement provincial. Québec a soumis la semaine dernière une quinzaine de propositions d'amendements à la réforme de la loi sur les langues officielles. Alors, j'en discute avec la ministre des Relations canadiennes et de la francophonie du Québec, Sonia Lebel. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir.
Je le disais d'entrée de jeu, votre démarche au Québec, c'est plutôt inédit. En fait, vous interpellez directement les élus à Ottawa pour qu'ils modifient le projet de loi C-13, le projet de loi sur la réforme des langues officielles. Comment, dans votre gouvernement, vous en êtes venu à cette idée-là? Bien, depuis le début là, de l'annonce par le gouvernement fédéral de sa décision de vouloir s'attaquer et réformer la loi sur les langues officielles, et ça prédate là, le projet de loi, naturellement, qui vient d'être déposé par Mme Petitpas-Taylor. Depuis le début, à tous les forums, de toutes les façons possibles, le Québec dit qu'il veut être impliqué de façon officielle dans la démarche de consultation et d'élaboration des mesures. Donc, pour nous, ça s'inscrit dans la même foulée que ce qu'on a fait quand on est intervenu au niveau du livre blanc de Mme Mélanie Joly, quand on est intervenu par lettre, que ce soit ou dans le débat public. Donc, c'est en pleine cohérence avec les interventions du Québec. Et pourquoi ne pas être plus clair, encore plus clair en proposant des amendements? Parce que j'ai eu l'occasion d'expliquer ce qui, dans le projet de Mme Petitpas-Taylor, naturellement, il y a des avancées. Il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César. On fait des pas en avant, on fait des pas qui sont significatifs pour la réforme de cette loi, mais on ne va pas assez loin, quant à nous, sur des aspects essentiels, là, quand on parle de la reconnaissance de la spécificité du Québec, à titre d'exemple, ou de le fait qu'on laisse aux entreprises à charte fédérale le choix de se soumettre à la loi sur les langues officielles ou à la charte de la langue française. Donc, c'est quelques exemples là, qui sous-tendent les amendements qu'on a proposés. Parlons-en justement de ce que vous proposez, parce que vous savez que la ministre responsable des langues officielles à Ottawa a réagi à votre démarche. Mme Petitpas-Taylor affirme que Québec et Ottawa partagent finalement le même objectif de protéger, je devrais dire, la langue française, que la réforme du fédéral est très semblable à votre réforme, à vous au Québec. Réforme, je la rappelle, que vous avez adoptée au mois de mai dernier. Elle dit même, Mme Petitpas-Taylor, que c'est quasiment une copie carbone, et notamment pour les entreprises de compétences fédérales. Alors, qu'est-ce que vous reprochez au projet de loi du gouvernement Trudeau de ce côté-là? Bon, alors je réitère qu'effectivement, il y a des avancées, mais ce n'est pas une copie carbone. Si c'était une copie carbone comme elle le suggère, on n'aurait pas fait l'exercice d'aller proposer des amendements. Donc, entre autres, ce qu'on suggère et ce qu'on propose par le biais des amendements, là, il y a plusieurs catégories. Je peux les diviser en quelques catégories. Oui. Entre autres, mieux refléter la spécificité linguistique du Québec. Et ça passe par une demande très spécifique du Québec depuis le début du processus de faire en sorte, entre autres, que la Charte de la langue française, qui vient d'être modifiée d'ailleurs par le projet de loi 96, s'applique aux entreprises de charte fédérale au Québec. Et c'est pas les mêmes exigences, là. Et présentement, ce que le projet de loi de Mme Petitpas-Taylor propose, c'est de donner le choix aux entreprises sur le territoire du Québec de s'assujettir à la loi sur les langues officielles ou à la Charte française. Et la Charte française va beaucoup plus loin dans la protection du français. Alors pour nous, si elle est d'accord avec nous, alors qu'on accepte l'amendement, là, c'est une simple demande. Oui, ça c'est l'amendement, juste pour être clair, ça c'est l'amendement Air Canada là, que vous appelez Air Canada, c'est ça? Non. C'est deux choses différentes. Non. L'amendement Air Canada, c'est celui qui propose que pour les hauts dirigeants des institutions ou des sociétés qui sont assujettis à la loi sur les langues officielles, il soit obligatoire de parler un français, je dirais, passable, un français qui permet d'avoir des communications, des échanges qui sont compréhensibles et cohérents. Oui, ça, parler et comprendre clairement le français, c'est ce que vous dites. Absolument. Pour les hauts dirigeants, donc partout au Canada, qui sont assujettis à la loi sur les langues officielles. Mais on y va encore plus spécifiquement dans un autre amendement pour les entreprises qui œuvrent sur le territoire du Québec. Sur le territoire du Québec, ce qu'on demande, c'est quand pour leur siège social ou leurs locaux, les entreprises qui ont pied à terre au Québec, on va un pas plus loin et on demande que la Charte de la langue française du Québec, qui vient encore une fois, loi 101, projet de loi 96 qui vient d'être adopté, soit appliquée. Présentement, ce que le projet de loi de Mme Petitpas-Taylor suggère, c'est que ces entreprises-là aient le choix de s'assujettir à la loi sur la langue française, sur les langues officielles, ou à la Charte. Ouais. Alors pour nous, ça va pas assez loin quant à notre spécificité et à notre devoir et responsabilité de protéger notre langue sur notre territoire. Il y a aussi toute la question de la symétrie des langues. Il est clair pour nous, et c'est un peu, je dois le dire, reflété dans le préambule de la loi, mais ça va beaucoup moins loin que le projet de loi précédent et ça va beaucoup moins loin que ce que nous suggérons, c'est-à-dire de considérer, à chaque fois qu'on élabore un règlement, une politique
qu'on fait des mesures, de considérer que le français est la seule langue minoritaire au Canada. Quand on parle des deux langues officielles, naturellement, je ne veux pas entrer dans un débat avec les langues autochtones, mais quand on parle du français et de l'anglais, ce sont les deux langues protégées par la loi sur les langues officielles, je pense qu'il est important d'aller un pas plus loin et de préciser qu'il faut tenir compte dans l'élaboration de politiques, dans l'élaboration des règlements, qu'on a un besoin de promotion et de soutien supplémentaire, plus soutenu envers la langue française. Et ça, on demande encore par le biais d'amendements d'aller plus loin que la mention au passage qui en est fait dans le préambule de la loi. Là. Ce sont donc 16 propositions d'amendements que vous demandez au projet de loi fédéral sur les langues officielles. Vous déposez ça tout juste avant les élections au Québec. Quelles sont vos attentes par rapport à ça? Bien, on s'attend à ce que cette proposition-là soit étudiée sérieusement. On a fait le travail et vous avez raison, c'est peu orthodoxe, mais je pense que la meilleure façon de bien faire comprendre quelle est la position du Québec et quels sont les endroits dans le projet de loi, parce qu'un projet de loi, c'est très technique, hein, c'est souvent, on peut partager des objectifs, mais ne pas être en accord sur le fait de savoir si le projet de loi les remplit pleinement ou non. Alors, pour nous, la meilleure façon de le faire valoir, c'était en proposant des amendements concrets. Donc, on s'attend à ce qu'ils soient étudiés de façon sérieuse par les parlementaires. Certains disent que c'est purement électoraliste de la part de votre gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ben absolument pas. Ça fait près d'un an qu'on est dans cette démarche-là. On était dans la même démarche avec le projet de loi de Mme Mélanie Joly, qui, soit dit en passant, allait beaucoup plus loin que celui de Mme Petitpas-Taylor. Donc, peut-être qu'il y aurait eu moins de propositions d'amendements, mais on aurait fait cette même démarche-là avec le projet de loi précédent. Mais je vous rappellerai que le projet de loi précédent avait été déposé juste avant les élections fédérales et qu'on s'est d'ailleurs étonné, il y a déjà quelques mois de ça, que Mme Petitpas-Taylor ne dépose pas, elle, une copie carbone du projet de loi de sa prédécesseur. Donc, il y a des différences entre les deux. Et pour nous, les quelques différences ne sont pas anodines. Ouais. Il s'agit de recul là, quant à la protection de la langue française. On s'est rencontrés, vous et moi, pour une entrevue portrait au printemps dernier. Vous m'aviez parlé de votre vision des relations Québec-Ottawa. En fait, vous m'aviez expliqué que pour vous, ce sont des relations d'égal à égal, que ce sont deux paliers de gouvernement égaux, mais qui s'occupent finalement de compétences différentes. Comment votre gouvernement à Québec réagirait si Ottawa proposait une série d'amendements comme ça, un projet de loi qui s'apprête à adopter l'Assemblée nationale, vous croyez? Ben, écoutez, si et seulement si, et je ne vois pas dans quel cas de figure ce serait le cas, c'était un projet de loi où on partage une compétence, où le fédéral a un intérêt marqué. Mais pour l'instant, je pense qu'il est très clair l'apport des provinces quand on parle de langues officielles, la responsabilité des provinces. D'ailleurs, vous savez, la loi sur les langues officielles, c'est le fédéral qui l'adopte, mais ce sont les provinces qui doivent la mettre en place et qui doivent la respecter sur leur territoire spécifique, que ce soit en santé, en éducation. Donc, on peut pas être plus au centre de la patinoire provinciale avec un projet de loi qui, je le concède, est de juridiction fédérale, mais je vous dis que c'est partagé, cette responsabilité-là. Et il n'y a pas juste le Québec qui le dit. À la table, d'ailleurs, de la conférence ministérielle en francophonie canadienne, il y a des résolutions qui ont été adoptées à l'époque où c'était Mme Joly qui occupait ce poste au fédéral pour faire comprendre au fédéral que les provinces veulent être consultées de façon formelle dans ce processus-là. C'est d'ailleurs l'objet d'un des amendements. Donc, je pense qu'on est dans un dossier qui est particulier, qui demandait une démarche particulière. Et moi, je vous dis, de quelle façon peut-on mieux se faire comprendre qu'en indiquant de façon claire quels sont les endroits où on voudrait avoir des modifications. Alors, maintenant, on va continuer. Oui. C'est au fédéral des étudiés de prendre sa décision. Bien, justement, on va continuer à suivre les effets de votre démarche, si réponse il y a de la part du gouvernement fédéral. Sonia Lebel, je rappelle que vous êtes ministre des Relations canadiennes et de la francophonie au Québec. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre temps. Toujours un plaisir. Merci. Et je vais justement poursuivre sur cette démarche du Québec par rapport à la réforme de la loi sur les langues officielles avec notre panel d'Est en Ouest. Bonsoir à vous trois. Bonsoir Esther. D'abord, c'est plutôt inhabituel comme démarche. Stéphanie, je vais commencer avec vous. La ministre Lebel vient de nous expliquer que son objectif, c'est d'améliorer le projet de loi C-13 pour le rendre plus compatible, en quelque sorte, avec la nouvelle réforme du Québec. Qu'est-ce que vous en pensez de cette démarche du Québec, vous?
Bien, c'est surtout le timing qui surprend, hein, au sens où on a vu que les députés de l'opposition, même au Bloc québécois, ont été un petit peu brusqués par la démarche de Québec. Les députés de l'opposition n'avaient même pas eu la chance eux-mêmes de proposer des amendements et déjà Québec arrivait avec sa liste de demandes. Cela dit, bon, il y a des demandes qui seront certainement pas incompatible avec certaines des visées de l'opposition, surtout au Bloc québécois. Ouais. Mais il demeure que ça a été vu comme une démarche un peu agressive. Oui, c'est ça, surtout pour les entreprises de juridiction fédérale. C'est ce que demande le Bloc québécois. Frédéric, qu'est-ce que Québec envoie comme message avec cette démarche, selon vous? Il envoie le message que la vision autonomiste de la CAQ est une démarche forte et donc on veut également, s'impliquer sur la scène pan-canadienne. Évidemment, on veut également protéger les prérogatives de l'Assemblée nationale en matière de législation linguistique et donc de faire du français ce qu'on voudrait comme étant reconnu comme la seule langue officielle, mais en même temps, c'est aussi une démarche qui est pan-canadienne et donc ça permet, à l'approche d'élections québécoises, pour la CAQ, de réaffirmer que la vision autonomiste, c'est pas une vision de la chaise vide, mais une vision justement où le gouvernement du Québec, le gouvernement de la CAQ, participe également au débat canadien, tout en protégeant la spécificité du Québec. Oui. Tom, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez de ces propositions d'amendement du Québec? Jusqu'à quel point ça vous semble inédit? C'est peut-être inédit, mais pas étonnant. Ça, c'est dans le cadre des démarches du gouvernement Legault de miser sur une espèce de nationalisme. Ça vient tout après le passage du projet de loi 96 au Québec et le gouvernement du Québec. La CAQ a fait ses propres recherches, ses études, et il y a une base, une population qui appuie fortement ces démarches-là pour championner le français, pour peut-être épurer le monde que le français est en péril, ce qui est vrai, mais aussi de jouer avec des symboles. Je pense aussi que le gouvernement de Québec a pensé qu'il y a vraiment une ouverture parce que la loi est plutôt faible, plutôt ambiguë à propos de ces entreprises qui se trouvent sous la juridiction fédérale. Oui, le projet de loi augmente la présence de Français, mais le projet de loi ne va pas assez loin selon beaucoup de francophones. Ouais. Bon, parlons justement du projet de réforme d'Ottawa par rapport à à la loi 96 du Québec et je dirais les différences sémantiques. Dans le projet de loi C13 à Ottawa, on reconnaît que le français est la langue officielle du Québec, mais pas qu'il est sa seule langue officielle et commune, comme le stipule la réforme de la Charte de la langue française du gouvernement Legault. Stéphanie, est-ce que c'est une simple question de sémantique, justement, ou si ça fait vraiment une grosse différence? Il y a une question de sémantique, mais il y a aussi une question de droit du point de vue fédéral qui demeure préservée, notamment à l'égard du droit à l'accès à la justice et à la traduction à la fois en français et en anglais et au droit de s'exprimer en anglais à l'Assemblée nationale du Québec. Et ça, ce sont des droits qui sont enchâssés dans la loi constitutionnelle de 1867. Et donc, même si le Québec, avec la loi 101 et maintenant la loi 96, affirme que le français est la langue officielle du Québec, il demeure que ces droits-là demeurent préservés, puisque ce sont des droits constitutionnels sur lesquels le Québec n'a pas de prédisposition. Donc, ils peuvent pas simplement annuler ces droits-là. Et le gouvernement fédéral, je pense, tente de marcher sur la corde raide en allant dans la direction dans la même direction que Québec, c'est-à-dire de reconnaître que le français, effectivement, est la langue minoritaire, mais est la langue de la majorité au Québec. Et cette langue-là doit être protégée plus que l'anglais dans le cadre fédéral. Mais néanmoins, on doit continuer de reconnaître que les Anglo-Québécois ont toujours des droits. Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, ben, je suis d'accord avec Stéphanie. C'est que derrière le symbolique se cache du politique et se cache du constitutionnel également, et que par conséquent, ce qui peut apparaître comme étant simplement des différences sémantiques vont au contraire de manière plus profonde dans la question même des droits linguistiques des Anglo-Québécois, et que par conséquent, du côté fédéral, on sent justement cette réticence à abandonner l'idée d'égalité entre le français et l'anglais, ce que semblait avoir voulu faire Mélanie Joly lorsqu'elle avait laissé, lors de la première mouture, lorsqu'elle avait laissé entendre qu'il y avait quand même une asymétrie. Et lorsque Mme Ginette Petitpas-Taylor a représenté le projet de modernisation, on s'est aperçu que cette question-là de l'asymétrie avait été mise de côté, ce qui laisse entendre que, d'une certaine façon, on s'aperçoit que la question des droits linguistiques doit être traité sur une sorte de pied d'égalité, même si on reconnaît que le français est la langue menacée, mais on fait attention du côté du gouvernement fédéral de vouloir laisser entendre qu'il y aurait une différence quand même de traitement qui se traduirait, disons, dans la loi même. Oui, Tom, justement là-dessus, sur la symbolique par rapport à la sémantique, vous en pensez quoi? Oui, je suis plutôt d'accord avec mes collègues. Je pense qu'il pourrait être une question d'interprétation juridique. Rappelons que le Québec vient d'amender la Constitution fédérale en lui seul. Et il y a une certaine espérance qu'en ajoutant ces clauses ici et là, ça pourrait influencer les tribunaux dans leur interprétation de plusieurs droits ou de plusieurs lois. Mais ça rend aussi des minorités linguistiques surtout au Québec, plutôt nerveux, tout après la controverse autour de la loi 96, où il y aura plusieurs plaintes de la communauté anglophone, des communautés autochtones aussi, des communautés des nouveaux venus, des immigrants. Donc, il y a une certaine inquiétude autour de tous ces débats-là. Oui, des réactions négatives, en effet, qui sont déjà faites entendre. Maintenant, il nous reste peu de temps. Sur la réponse d'Ottawa, je le disais, c'est une démarche assez inusitée du Québec. Stéphanie, à quoi vous vous attendez comme réponse du côté d'Ottawa? Bien, le projet de loi, même si effectivement il a été un peu retouché par la nouvelle ministre, Mme Petitpas-Taylor, il demeure qu'il enchâsse le principe de l'égalité réelle. Et par ça, on entend quand même une certaine asymétrie. C'est vrai que Mme Petitpas-Taylor diffère dans son discours de Mélanie Joly, mais ce principe-là, il demeure. Et donc, on entend que c'est quand même le français qui est dans la ligne de mire de ce projet de loi-là. Et donc, j'ai l'impression que du point de vue du fédéral, on va tenter de trouver un terrain, du point de vue de la rhétorique, du moins, un terrain d'entente avec Québec, même si, évidemment, on ne voudra pas aller aussi loin que ce que Québec demande dans la liste d'épicerie de la ministre Lepel. Tom, vous vous attendez à quoi de la part d'Ottawa? Pas tellement beaucoup. Le comité en matière de langues officielles a déjà établi une échéancier après une motion du député Francis Drouin pour conclure les débats avant la fin de juin, si possible. Donc, moi, je n'entends pas beaucoup d'amendements à ce stade-ci. Mais je dirais que les amendements proposés par la Fédération des communautés francophones et acadiennes sont très importants et il faut les considérer sérieusement. Ouais. Frédéric, il nous reste quelques secondes. Il y a aussi le fait que le gouvernement Legault, on en parlait tout à l'heure, demande ses amendements à la veille d'une élection au Québec. Est-ce que, selon vous, ça pourrait devenir un enjeu électoral? Oui, ça peut devenir un enjeu électoral parce que tout ce qui touche la langue a cette possibilité-là de devenir un enjeu électoral important et surtout avec la démarche de la CAQ d'occuper tout le terrain ou tout l'espace nationaliste au Québec, il est clair que ça peut s'imposer. Donc, il va y avoir des suites à cette démarche, disons, inédite de la part du Québec, à vous entendre. Tom, Stéphanie et Frédéric, merci beaucoup. Merci. Merci Esther. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 14 juin sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.